On clique tous les jours sur « J'accepte les conditions générales » sur nos écrans, souvent sans même lire la moindre petite ligne. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au moment précis où un contrat se forme ? Oublions les définitions à rallonge et les manuels ennuyeux, on va plonger directement dans la mécanique juridique. Objectif Bac STMG, on décrypte tout de suite la formation des contrats. C'est parti. Un contrat, c'est pas juste un vulgaire bout de papier qu'on range dans un tiroir. C'est un véritable bouclier juridique. Imaginez un peu la situation. Quelqu'un achète un abri de piscine. L'hiver arrive, il neige et paf, la brise s'effondre complètement sous le poids. La faute à pas de chance ? La faute de la météo ? Ou celle du vendeur ? Eh bien, le droit intervient avant même la signature pour gérer ça. Un professionnel ne peut pas vendre n'importe quoi les yeux fermés. Et on arrive sur 2 étapes précontractuelles qu'il ne faut absolument pas mélanger. D'un côté, l'obligation d'information. Ça, c'est basique. C'est le fait de donner la fiche technique du produit, ses dimensions, ses composants. Mais de l'autre côté, on a l'obligation de conseil. Et là, on va beaucoup plus loin. Le professionnel doit activement creuser les besoins de son client. Est-ce que cet abri va tenir sous la neige dans cette région précise ? C'est au vendeur de faire son enquête pour garantir un choix totalement éclairé. Une fois que cette transparence est assurée, on entre dans le grand principe de base du droit, la liberté contractuelle. En gros, n'importe qui est libre de choisir son partenaire, libre de dire oui ou non, et libre de fixer le contenu de l'accord. C'est l'autonomie de la volonté à l'état pur, le pouvoir de décider pour soi-même, sans aucune pression. Et c'est justement là que le problème commence. Parce que cette fameuse liberté n'est pas infinie, la société a besoin de fixer un cadre. Déjà, on ne peut pas signer un accord qui serait contraire à l'ordre public. Et parfois, la loi nous force carrément la main, comme pour l'assurance d'une voiture qui est obligatoire. D'autres fois, le partenaire nous est imposé via un droit de préemption de la mairie sur un logement. Et pour le contenu, essayez un peu de négocier les clauses d'un billet de train avec la SNCF. Mission impossible. Tout est imposé d'avance. Alors, si le contrat n'est pas toujours négociable de A à Z, comment le droit s'assure-t-il qu'il tient vraiment la route ? Qu'est-ce qui valide juridiquement cet accord ? Pour qu'un contrat produise des effets, il y a 3 règles d'or à cocher impérativement. On enchaîne. Il faut vraiment verrouiller cette checklist. C'est le cœur absolu du raisonnement juridique à avoir en tête. Étape 1, le consentement, c'est-à-dire un accord clair. Étape 2, la capacité, donc avoir le droit juridique de s'engager. Et étape 3, un contenu licite et certain. Ce sont nos 3 piliers. S'il en manque un seul, tout l'édifice s'écroule. Commençons par le tout premier pilier, le consentement. La loi exige un vrai oui, parfaitement libre et éclairé. Mais dans la vraie vie, des éléments viennent parfois fausser la donne. C'est ce qu'on appelle les vices du consentement. Ce sont des défauts qui viennent polluer la décision, l'infecter et ruiner la base même de l'accord. Le droit repère 3 moyens de vicier ce consentement. D'abord, l'erreur. Là, c'est simple. Une personne s'est trompée toute seule sur une qualité essentielle de ce qu'elle achète. Ensuite, on a le dol. Là, on monte d'un cran. C'est une manipulation, une tromperie volontaire pour arnaquer l'autre et le pousser à signer. Et enfin, la violence, qu'elle soit physique ou morale, signée sous la menace ou sous une pression insupportable, détruit instantanément la valeur du consentement. Passons au deuxième pilier, la capacité, avoir le droit juridique de s'engager. Et là, il faut bien séparer l'aptitude à posséder des droits et l'aptitude à s'en servir soi-même. Prenons un exemple classique. Mathias est mineur, il trouve une super location pour les vacances avec ses amis et signe le bail. Même s'il a l'argent, ses parents peuvent tout bloquer. Pourquoi ? Parce qu'en tant que mineur, Mathias a bien la capacité de jouissance, mais il n'a absolument pas la capacité d'exercice pour ce type de contrat sans ses représentants légaux. Troisième et dernier pilier, un contenu licite et certain. Le contrat doit porter sur du concret. L'objet doit exister, on doit pouvoir l'évaluer et il doit être dans le commerce. Et surtout, il doit respecter la loi et les bonnes mœurs. On ne peut pas encadrer juridiquement une activité illégale, c'est logique. C'est totalement impossible de signer un contrat de travail pour organiser un braquage de banque, par exemple. Consentement faussé, problème de capacité, contenu illégal. Concrètement, qu'est-ce que ça change sur le terrain ? Si on détecte qu'une de ces 3 conditions de validité a explosé en plein vol, que prévoit exactement la justice pour réparer les dégâts ? Eh bien, la sanction suprême tombe, c'est la nullité. Ce n'est pas juste un petit arrangement à l'amiable. La nullité, c'est une véritable machine à remonter le temps. Le contrat est annulé de manière rétroactive, on rembourse, on restitue tout, et aux yeux de la loi, c'est exactement comme si cet accord n'avait tout simplement jamais existé. Pouf, effacé de la surface du globe. Attention, beaucoup d'élèves confondent ici la portée de cette sanction. Il y a 2 types de nullité. La nullité relative s'active quand il faut protéger un intérêt privé, comme une personne victime d'une arnaque ou un mineur. Seule la personne à protéger peut la réclamer. En face, on a la nullité absolue. Et elle frappe beaucoup plus fort puisqu'elle protège l'intérêt général. Si le contenu est illégal, n'importe qui ayant un intérêt ou même l'État peut demander l'annulation. C'est cette différence qui est importante au bac.
Le droit des contrats n'est décidément pas une collection de pièges abstraits pour nous embrouiller, c'est une logique implacable. Des obligations d'information jusqu'aux sanctions redoutables de la nullité, tout est pensé pour sécuriser nos échanges au quotidien. Alors, la prochaine fois qu'un document demandera une signature en bas de page, continuera-t-on de voir ça comme de la simple paperasse, ou bien comme un bouclier surpuissant conçu pour maintenir l'équilibre? Gardons cette logique en tête pour cartonner aux prochaines révisions.